si c'est l'expression consacrée. Pour cette deuxième table ronde, vous l'avez compris en regardant ces 4 vidéos, la thématique de cette deuxième table ronde, c'est la force du collectif, participer, être en lien pour une alimentation plus durable. Et je vais laisser le soin à Florine de présenter cette table ronde. Alors, bonjour. Donc, entre dépossession du pouvoir de décision et volonté par les citoyens de se réapproprier leur alimentation, les modes de gouvernance renvoient aux enjeux de durabilité, de justice sociale et de démocratie. Donc, sur les territoires, à l'échelle locale mais aussi à l'échelle nationale, naissent et perdurent des liens entre les acteurs de nos systèmes alimentaires. Mais alors, comment favoriser le dialogue entre ces acteurs aux intérêts pluriels et parfois même divergents? Comment les associer? Comment rendre une organisation complexe, à la fois accessible à tous et transparente? Enfin, comment la gouvernance des systèmes alimentaires peut-elle servir de levier pour la transition vers une alimentation plus durable? Donc nous allons en discuter dès à présent, ensemble. Je vous remercie. Merci Florine. Alors, pour évoquer ces thématiques collectives et extrêmement intéressantes, nécessaires par ailleurs, nous avons sollicité l'expertise de plusieurs intervenants. Nous aurons tout d'abord en visio, en numérique, Christian Grisot, représentant élu de la Fédération Terre de Liens et aussi le commandité et foncière. Monsieur Grisot, bonjour. J'aurai l'occasion de vous passer la parole dans quelques instants pour que vous puissiez compléter un peu plus toute cette présentation. Et donc, nous avons sur notre plateau Betty Wampfler, professeure à Montpellier Supagro, chercheur UMR au CIRAD. Sylvaine Lemeilleur, chercheur spécialiste des SPG, le système participatif de garantie au CIRAD, nous allons en reparler. Isabelle Touzard, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Murviel-les-Montpellier, au titre duquel vous interviendrez également. Et Mathilde Gourion, étudiante IPAD. Donc, si vous voulez bien, nous commençons avec vous, Christian Grisot, si vous pouvez, s'il vous plaît, compléter cette présentation. Oui, donc bonjour à tous. J'appartiens donc au mouvement Terre de Liens, un mouvement citoyen qui est né il y a bientôt une quinzaine d'années et qui s'est donné pour objectif de protéger la terre et notamment en développant des formules qui permettent de la retirer du circuit spéculatif tel qu'on le connaît. Donc ces terres sont évidemment ensuite valeur par une pratique agricole qu'on qualifie, nous, de paysanne et agroécologique. Voilà. Concrètement, nous avons aujourd'hui, enfin, dans l'année, nous aurons probablement passé le cap de 300 implantations en métropole, qui représenteront probablement 7000 hectares et environ 400 fermiers. Alors, le terme de fermier est un terme très précis, hein, il est relatif au code rural. Il a été dans le petit montage que nous avons vu précédemment employé. On a plutôt employé le terme de locataire. En fait, c'est le vrai terme, c'est fermier. Et ce terme de fermier est relatif notamment à un bail rural environnemental. Hein, et donc, l'obligation est posée à tous nos fermiers de mettre en œuvre des productions en bio. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci à vous, Christian Grisot. Bien sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir avec des exemples de projets mis en place. Je vous demanderai bien sûr de détailler, notamment pour ceux qui nous concernent. Vous savez qu'on est un peu localiste, comme disait une question de la table ronde précédente, puisque vous nous parlerez de Vendre, de Cabestany ou de Toulouse. Betty Wampfler, est-ce que je peux vous demander de compléter cette présentation extrêmement sommaire que je faisais de vous à l'instant ? Oui, donc bonjour à tous. Je suis professeure en économie du développement à Montpellier Supagro. J'interviens notamment dans la formation IPAD, mais aussi dans une formation de spécialisation de dernière année que je coordonne, qui porte sur du développement agricole, plus spécifiquement centré sur les agricultures familiales du Sud.
comprendre, pour mieux accompagner ces agricultures familiales du Sud. Et dans la suite de mon propos, quand je dirais Sud, c'est avec beaucoup de guillemets autour de Sud, pour pays en développement, pour différents pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est. Pour la partie recherche et expertise de mon travail, donc il y a trois piliers dans mon travail, la formation, la recherche et l'expertise. Donc la recherche, c'est dans le cadre de l'UMR Moïsa, donc l'expertise sur une grande thématique, les conditions de transformation des agricultures, et en particulier des agricultures familiales. Dans ces thématiques-là, je travaille plus particulièrement sur les questions de structuration des agricultures, les questions de service à l'agriculture et depuis un certain nombre d'années maintenant sur la question de l'installation des jeunes en agriculture et la transmission en agriculture. Et sur cette thématique, à la fois donc, dans un certain nombre de pays du Sud avec différents partenaires, donc au Cameroun, en Afrique de l'Ouest, à Madagascar, en Asie du Sud-Est, où ces thématiques aujourd'hui d'installation des jeunes sont au cœur des préoccupations des décideurs, des organisations et puis des jeunes eux-mêmes. Et cette thématique, je la travaille aussi avec un certain nombre de partenaires en France, des collectivités territoriales, des organisations agricoles, de différents réseaux. Bien sûr, nous y reviendrons également, notamment sur la thématique de l'installation des jeunes dans un contexte des pays du Sud que vous décriviez avec précision et dont on peut supposer qu'il y a moins d'infrastructures et moins de dispositifs qui aident à migrer au-delà d'un système familial, imagine-t-on, mais vous nous préciserez tout ça tout à l'heure. Merci à vous, Betty Wampler. Sylvaine Lemeilleur, je dois confesser que SPG, Système Participatif de Garantie, j'ai dû me le faire expliquer. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, compléter votre présentation sur ce thème que vous allez développer tout à l'heure ? Allô, c'est bon? Ouais. Donc Sylvaine Lemeilleur, je suis chercheur en économie politique au CIRAD à l'UMR Moïsa. Donc je travaille depuis de nombreuses années sur la certification et les labels. On en a entendu parler dans les petits films avant. Pendant longtemps, j'ai travaillé sur l'impact des certifications sur les petits producteurs et ce que ça engendrait pour ces ménages agricoles. En termes économiques, sociaux, etc. Et puis, depuis 7-8 ans, je travaille particulièrement sur un mode alternatif de certification, qui sont donc les systèmes participatifs de garantie, SPG, qui est une autre forme de certification. Donc, c'est une certification qui est basée sur l'évaluation par les pairs. Donc, la garantie va se passer par une participation des pairs, des producteurs, parfois de leur communauté, des consommateurs ou des associations, des pouvoirs publics, qui vont être considérés comme capables de mesurer le respect des engagements d'une norme. Et du coup, on sort d'une certification marchande qui est généralement certifiée par tierces parties, et on se rapproche de ce qu'on peut analyser en économie comme des communs ou le commoning, le faire ensemble pour protéger une ressource. Donc voilà ce sur quoi je travaille depuis un certain nombre d'années, sachant que ces SPG se sont développés un peu partout dans le monde. Donc au CIRAD, on travaille aussi beaucoup au Sud. Et donc c'est des systèmes qui existent partout dans le monde aujourd'hui. J'allais vous dire, il sera effectivement très intéressant que vous nous détailliez non seulement les périmètres par filière, par population, par bassin de vie, mais aussi les localisations des expériences qui fonctionnent, peut-être qui n'ont pas fonctionné en projet. Vous nous détaillerez tout ça tout à l'heure. Merci à vous. Isabelle Touzard, vous êtes vice-présidente Montpellier 3e et également maire de Murviel-les-Montpellier dans la métropole.
Je vous laisse compléter votre présentation. Oui, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, au niveau de Montpellier Méditerranée Métropole, je suis en charge de la politique agroécologique et alimentaire qui a été mise en place en 2015 à l'occasion de la transformation de la communauté d'agglomération en métropole. Et donc j'étais en charge pendant 2 ans dans le mandat précédent et je suis à nouveau depuis l'année dernière en charge de cette politique publique. Et suite à cette première expérience, nous avons été labellisés PAT en 2015 et depuis, donc voilà, on est en 2021, 5 ans, 6 ans après. Il est temps de faire le point sur toutes les initiatives qui ont été mises en place dans le cadre de cette politique publique avec tous les partenaires pour rebondir dans une... voilà, on vient de se redéposer, vous le savez, la demande de renouvellement du label, parce que c'est en ce moment, c'était hier le dépôt, pour notre PAT. Et donc on a réfléchi à la restructuration de cette politique publique et donc là on va maintenant aborder de front la question de sa gouvernance. Donc le sujet de cet atelier, on pourra y revenir, notamment sachant qu'on veut changer de braquet vu les urgences qui s'imposent à nous et mieux inscrire cette politique publique dans le cadre du plan climat dont je suis en charge au niveau métropolitain, le PCAET, plan climat, air, énergie, territoire, qui sera solidaire sur Montpellier, c'est important. Et donc voilà, comment on va mieux armer ça. Et puis deuxième casquette, celle de maire, où entre autres projets, on mène un projet de tiers-lieu dans le cadre de la réhabilitation d'une ancienne cave coopérative avec des associations. Et là, je suis en train de vivre une expérience fabuleuse où la collectivité est membre de l'association et où donc je peux témoigner sur cette notion de collectif. Sachant que dans le tiers-lieu, il y aura un volet qui s'appelle cave et partage, de vinification partagée. Donc on est dans le domaine en plus alimentaire, si on considère que le vin fait partie du vaste domaine de l'alimentation. Merci Isabelle Touzard, vous nous le raconterez. Et pour finir les présentations, Mathilde Gourion, vous êtes donc étudiante de ce master IPAD, Innovation et politique pour une alimentation durable. Du coup, en même temps que votre auto-présentation, j'enchaîne sur une première question. Quels sont les rôles des citoyens dans les innovations que vous étudiez dans le cadre du master? Les rôles des citoyens sont multiples. Je pense qu'on l'a vu à travers les vidéos, des innovations qui ont été présentées. On a un rôle des citoyens d'abord à travers les actes d'achat, qui sont des actes d'achat engagés, que ce soit d'acheter en circuit court à des petits pêcheurs, dont la Prud'homie est une organisation professionnelle. On peut aussi avoir un acte d'achat engagé, faire le choix d'un label. On a vu 2 labels qui ont été présentés dans les vidéos, le label Territoire de commerce équitable et puis le label, le SPG agroécologique du MAP en Belgique. Ces achats engagés peuvent aussi avoir lieu dans des magasins spécialisés, notamment Artisans du Monde. On a un autre rôle du citoyen pour la foncière mise en place par Terre de Liens. Le citoyen peut avoir un rôle d'actionnaire. Il va pouvoir placer son épargne dans le capital de la foncière et ainsi soutenir les actions de Terre de Liens. On a des citoyens avec un rôle classique qu'on connaît davantage, c'est-à-dire des citoyens qui sont bénévoles dans les associations et leur permettent de fonctionner. On a un rôle qui est politique. Par exemple, lorsque sur le label Territoire de commerce équitable, les collectivités sont impliquées, ce sont elles qui gèrent le projet et donc faire un choix de certains représentants peut influencer les systèmes alimentaires. Et enfin, un dernier rôle qu'on a vu dans nos innovations, quand on s'est posé la question de quel rôle jouent les citoyens dans nos innovations, il y a un rôle de partenaire auprès des producteurs. Le citoyen ne va pas avoir un rôle au moment de l'achat, il va avoir un rôle au moment de la production, au moment de la définition des modalités de production. C'est le cas du SPG agroécologique du MAP. Et dans ces différents rôles, ce qu'on a remarqué, nous, c'était une réduction des distances entre les acteurs. Merci Mathilde, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vous demanderai notamment de compléter, mais tout à l'heure, une fois qu'on aura pris des informations des autres participants, de compléter cette notion de rapprochement des acteurs avec des rôles différents, citoyens, producteurs, pêcheurs,
en rapport avec la vidéo que vous avez mise en place. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je voudrais que nous écoutions tout d'abord Christian Grisot à propos de Terre de Liens et de l'idée que nous avions de pouvoir écouter votre retour d'expérience sur la mise en place des projets de gouvernance partagée, notamment à Vindre, à Cabestany et à Toulouse. Oui, donc ce sont mes amis de Languedoc-Roussillon qui m'ont passé ces informations parce que moi je suis plutôt toulousain, hein, voilà. Donc je pensais important effectivement d'illustrer mes propos par parler des réalités un peu plus locales, mais je finirai aussi quand même sur quelques exemples, quelques données au niveau national. Donc à Capestan par exemple, depuis maintenant plusieurs années, nous avons un groupe de bénévoles qui en fait a mené une opération de prospection foncière et notamment d'identifier des friches, identifier des terres qui étaient en déshérence au sens juridique du terme et qui ont permis en fait à la municipalité de mettre en place une procédure de récupération de biens vacants et 100 mètres à hauteur de 4 hectares avec depuis implantation de jardins familiaux, un hameau agricole et notamment un poulailler pour une petite ferme voisine. À vendre, là, c'est un cas qui illustre tout à fait ce qui est en train d'arriver à Terre de Liens. Terre de Liens a longtemps travaillé dans le rural, simplement avec des cédants, personnes physiques, des porteurs de projets, personnes physiques. Et depuis quelques années, ce qui est vraiment en train d'arriver, c'est effectivement le lien avec les collectivités, l'interpellation de Terre de Liens vers les collectivités, mais aussi réciproquement. Les collectivités viennent voir Terre de Liens parce que Terre de Liens commence à être connu parce qu'il a un relatif savoir-faire. Vendre en une illustration. Là, c'est le conservatoire du littoral qui était en phase de rétrocession de terres agricoles qui en fait ne correspondent pas à sa vocation. Et là, il y a eu tout un montage et un partenariat qui s'est noué avec la municipalité qui permettra, nous l'espérons, c'est pas encore fait, que bientôt une douzaine de paysans pourront s'installer sur les terres que va rétrocéder le conservatoire du littoral. On est sur quelle surface là? On est sur 56 hectares et un gros bâti. Hein, et un gros bâti. Et le bâti sera en fait probablement propriété. Je dis probablement parce que tout ça se négocie. Hein, propriété de la commune et c'est elle qui devra le gérer. À noter le rôle important de la SAFER, hein, y compris sa commission d'attribution qui a eu du mal quand même à statuer sur le projet. Mais je me permets de le souligner, la SAFER Occitanie, avec qui Terre de Liens en Occitanie a noué un partenariat il y a maintenant 3 ans en arrière, et dont on espère beaucoup de choses. Voilà. Il y a le cas de Pézenas. Hein, Pézenas qui est on reste dans l'Hérault, donc. Hein, Capestan, Vindre, Pézenas, on reste dans l'Hérault. On va arriver sur Cabestany, voilà, dans les Pyrénées-Orientales ensuite. Donc Pézenas... Non, c'est une erreur, Cabestany. D'accord. Donc Pézenas, on reste dans l'Hérault. Voilà, 14 hectares de terre inutilisées depuis plusieurs mandats. La nouvelle municipalité souhaite que Terre de Liens l'aide à les mettre en valeur. À noter aussi à Marguerite, je passe dans le Gard. Marguerite qui entame une révision de son PLU et qui souhaite un diagnostic urbain et environnemental. Et là aussi, elle veut procéder à une relocalisation vivrière et un certain nombre de bénévoles de Terre de Liens locaux sont en train de s'investir sur cette question-là. Ensuite, je passe à Toulouse, où là, on change de dimension. L'idée à Toulouse, depuis longtemps, il existe un collectif qui s'intitule Nourrir la ville, notamment qui associe Terre de Liens avec un certain nombre d'autres organisations de ce que l'on peut appeler l'autre agriculture. Hein. Je pense au CIVA, mais je pense aux ADR. Et donc, depuis longtemps, nous avons maintenant un collectif de citoyens qui dénichent des terres. Et là, nous espérons bien, la semaine prochaine, pouvoir acquérir 14 hectares pour monter, en fait, plusieurs exploitations maraîchères qui devraient fonctionner de manière coopérative. L'idée, c'est d'atteindre l'échelle de la production en demi-gros pour pouvoir répondre à des besoins notamment de collectivités. Là, en l'occurrence, le pays Tolosan, qui est une communauté de communes au nord de Toulouse. Voilà. Là aussi, ce sont des projets qui changent de dimension, qui nous amènent à devoir évoluer dans nos savoir-faire, et notamment, il nous faut acquérir des compétences nouvelles que nous n'avons pas forcément, à savoir monter des dossiers complexes, puisqu'il nous faut traiter
traiter avec les communes, les communautés de communes, les départements, les métropoles, la région, et merci à l'aide de la région, bien entendu, au passage, qui nous aide à monter les dossiers pour obtenir du financement européen. Et là, ça devient une partie beaucoup plus complexe. Oui, oui, encore plus. Vous citiez le Conservatoire du littoral. Vous nous préciserez au passage sur les gouvernances, parce que sûrement Terre de Liens est-elle partie prenante. Vous évoquez des communautés de communes, des coopératives. Est-ce qu'il y a des modes de gouvernance ? Notre mode de gouvernance, c'est effectivement la territorialité. Donc, les bénévoles sont organisés au travers de 19 associations territoriales pour la métropole, et dont Terre de Liens Corsica il y a 2 ans, qui nous a rejoint il y a 2 ans. Ces associations, en fonction de leurs moyens, ont plus ou moins du personnel salarié. Sur l'Occitanie, nous arrivons à l'équivalent de 8 emplois à temps plein pour couvrir les 15 départements. Et donc, effectivement, il y a une énorme activité des bénévoles. Les bénévoles, j'allais dire, amènent les affaires qui sont à traiter, procèdent aux instructions. Alors, l'instruction, c'est un processus long qui demande de 1 à 3 ans avant de pouvoir passer en comité d'engagement. Et une fois que l'acquisition est faite par la foncière en Terre de Liens, eh bien, en fait, il faut suivre la vie de la ferme. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner en ce sens que nous souhaitons que nos fermes soient des lieux de démonstration de cette agriculture durable, vivrière, paysanne, telle que l'on a pu le dire à plusieurs reprises autour de cette table. Voilà, donc le rôle est primordial, et évidemment, nous avons des instances internes de prise de décision, une fédération nationale, des conseils d'administration dans notre foncière, ainsi que dans notre fondation, qui sont d'ailleurs des conseils d'administration ouverts, puisque nous avons beaucoup de partenaires qui nous rejoignent, bien évidemment. Je pense par exemple à Habitat et Humanisme, qui est sur un tout autre créneau que l'agriculture, mais qui est sur la question du logement, voilà, et qui fait un travail remarquable, et chez qui nous avons eu beaucoup de références. Je pense aussi à la Fondation Abbé Pierre, qui nous aide beaucoup et nous accompagne notamment sur les problématiques de l'habitat et de leur rénovation. Pour poursuivre de façon détaillée, parce que ça sera très utile sur la suite de cette table ronde, vous présentez des configurations concrètes qui fonctionnent, qui avancent. Donc, pour donner encore quelques détails, vous parliez tout à l'heure de 400 fermiers avec quelques réserves sur la notion de fermier que vous allez redéfinir. La question est, quelle est la représentation de ces fermiers au sein de l'association et au sein de l'entreprise elle-même? Dans toute la démarche, sont-ils partie prenante? Sûrement oui. Comment? À quel stade du process? Et si vous pouvez nous préciser cet aspect-là. Oui, alors j'ai dit fermier au sens légal du terme, puisque en matière de bail rural, le locataire s'appelle un fermier, et plus un métayer. C'est interdit le métayage en France maintenant. Voilà. Donc je parle de fermier, et de fermier avec qui Terre de Liens contracte par le biais d'un bail rural environnemental. Ce que confirme Betty Van Fleer. Une précision, Betty, sur la notion de fermier? Non, mais je crois que c'est un point vraiment important, parce que c'est un statut, en fait, le fermage, qui est à la fois quelque chose de très protecteur, mais qui peut être aussi enfermant dans un certain nombre de cas. Et donc là, on parle vraiment de ce statut de fermage. Ce n'est pas au sens d'agriculteur, c'est vraiment au sens de fermier local. Absolument. Christian Grisot, pour poursuivre sur leur implication dans la vie de Terre de Liens et des différents modèles eux-mêmes. Alors, Terre de Liens est jeune. Les premières acquisitions de fermes datent de 10 ans en arrière, pas plus. Donc aujourd'hui, globalement, nous sommes sur et de manière très majoritaire, sur des fermes qui démarrent. Donc vous vous doutez bien que les fermiers disposent de peu de temps, et c'est là où il y a un rôle important des bénévoles, parce que les bénévoles vont sur les fermes, sont en contact avec les fermiers, et quelque part, c'est eux qui ramènent l'information. Alors nous avons des fermiers qui, malgré tout, prennent des responsabilités. J'en citerai un, nous avons Nino qui se trouve dans l'Aveyron, qui est sur une ferme dans la filière lait pour le Roquefort Bio, et qui est le président de l'association Midi-Pyrénées. Voilà. Nous en avons d'autres. Le gérant de la foncière
le gérant de la foncière à Terre-de-Liens, personne physique qu'on vous a présenté dans le petit graphique, est un fermier retraité, hein, Luc Monneville. Voilà, nous avons Pierre Fabre qui, lui, était maraîcher et éleveur sur les montagnes de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, qui est président de l'association PACA. Voilà, donc nous avons des fermiers un peu, j'allais dire, à tous les étages, et nous prenons soin parce que, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est le manque de disponibilité des agriculteurs de manière générale. Donc nous prenons soin d'aller sur les fermes, et notamment dans les périodes creuses, de créer des événements que nous appelons les rencontres des fermiers. Hein. En gros, nous en faisons une par quart de France toutes les années, de manière à aller au contact et bien entendu parler à la fois des problèmes qui se posent en interne, mais aussi en externe, comme par exemple l'évolution de la loi foncière, hein, sur laquelle nous travaillons déjà depuis longtemps. Au-delà de ces 400 fermiers, des 8 équivalents temps plein pour Terre-de-Liens que vous évoquiez, vous parlez à plusieurs reprises, et ça se comprend bien, du rôle déterminant des bénévoles, que ce soit en tant qu'ameneurs d'affaires, sur le soutien justement aux fermiers. Les bénévoles sont très présents dans ce modèle collaboratif. La question, par les temps qui courent, dans cette année si particulière que nous avons vécue, où nombre de ces bénévoles, quelles que soient les structures où ils sont impliqués, eux-mêmes plus à risque ou confinés, comme c'est à nouveau à l'ordre du jour, ces bénévoles ont été moins présents. Est-ce que cette année, un an déjà depuis quelques jours, et puis des semaines à venir qui vont être compliquées, n'a pas été trop difficile à vivre pour Terre-de-Liens? Alors, bizarrement non, parce que d'abord les fermes se sont bien portées. Nous avons eu très peur au premier confinement, et dès les premières semaines, je pense à la 3e, où pour ma part j'ai fait le tour par téléphone des fermes de Midi-Pyrénées, hein, qui sont bientôt, enfin déjà 18, pardon, eh bien en fait, il y a quelque chose qui a littéralement éclaté, c'est l'irruption des consommateurs sur les fermes. Voilà. Et donc là, les productions se sont envolées, je pense notamment à un atelier pain à côté de paysans boulangers, la production a dû être multipliée par 2, et elle reste quand même maintenant, après les premiers confinements, quand même sur cette tendance, au point que ce collectif est en train de créer un poste d'associé supplémentaire. Donc, et ça vaut pratiquement pour la France entière. Nous n'avons eu aucune ferme qui se soit déclarée en situation difficile. Elles auraient pu, hein, puisqu'à ce moment-là, il y a des procédures, notamment d'exonération du loyer, qui peuvent être enclenchées. Eh bien non, là c'est vraiment la grande... Ça a été l'étonnement, mais c'est la vraie réussite, une des vraies réussites de cette année. La deuxième grande réussite de cette année, c'est que, au terme d'une procédure longue qui nous a permis de faire en sorte que Terre-de-Liens puisse continuer à bénéficier d'un avantage fiscal pour les apporteurs, pour les investisseurs dans les actions, eh bien nous avons eu un doublement de la collecte fin décembre 2020, un doublement de la collecte, qui nous a littéralement stupéfait, puisque d'une collecte habituelle de 8 à 10 millions, nous sommes passés à 20 millions sur la collecte du mois de l'année 2020. Voilà. Et puis, ce qui se produit aujourd'hui, c'est effectivement la proposition Terre-de-Liens en termes de possibilités d'investissement pour des bénévoles semble séduisante, puisque beaucoup nous rejoignent, ce qui signifie qu'il nous faut développer de l'accueil, et développer de la formation avant de pouvoir faire de ces bénévoles, de pouvoir les mettre sur le terrain, bien évidemment. Donc en fait, pour Terre-de-Liens, et ça vaut aussi pour sa fondation, hein, qui a pu enregistrer des dons et des legs, puisque nous disposons d'une fondation qui enregistre des dons et des legs de terre et de ferme, hein, pas simplement en espèces sonnantes et trébuchantes, puisque la fondation est bientôt propriétaire d'une 30aine de fermes en France. Voilà. Là aussi, les choses sont à la hausse. Voilà. Donc, ce qui signifie que nous avons énormément de travail, puisque nous sommes un mouvement très horizontal, de coordination en interne, de définition de la vision et de la ligne, et des process d'action. Enfin, nous sommes attelés à cette tâche-là, et notamment, pour ce qui concerne la foncière, nous avons une urgence à régler, c'est celle de l'amélioration de notre méthode de gestion du bâti, notamment son entretien. Et là, nous sommes en train de procéder à des recrutements et notamment déployer ces futurs postes, non plus au siège national qui se trouve à Cré dans la Drôme, mais déployer ces postes en région.
hein, de manière à ce que la proximité nous permette d'améliorer les choses. Merci à vous, Christian Grisot, pour l'ensemble de ces détails qui sont utiles pour la suite. Alors, on était sur des expériences plutôt régionales, même si vous êtes sud de la Loire et puis hexagonale, mais avec Betty Wampler, nous allons passer aussi à la façon de décortiquer ces process d'installation en France. Vous travaillez d'ailleurs avec Terre de Liens, mais aussi dans les pays du Sud. On va venir aussi sur l'installation des jeunes qui nous intéresse particulièrement. Comment le collectif peut intervenir autrement que dans un modèle familial classique, dans cette évolution de la transmission et des échanges? Alors, c'est une vaste question. Je dirais qu'en termes de gouvernance, avant d'en arriver au collectif, moi, je voudrais juste souligner qu'en termes de gouvernance, finalement, avant la question des dispositifs et de l'intervention du collectif dans d'éventuels dispositifs sur l'installation et la transmission, la première question qui se pose et dans laquelle la société est complètement impliquée et tous les citoyens sont impliqués, c'est la question du modèle de développement agricole. Quelle agriculture on veut promouvoir à l'échelle d'un territoire? Et ça, c'est une question qui aujourd'hui est complètement transversale, sous-jacente, à la fois dans les territoires français, mais aussi au sud. Et au niveau français, c'est une question, je pense qu'il faut souligner le fait que ici, dans un contexte IPAD, dans un contexte d'exposé par Terre de Liens, dans un contexte de réflexion d'une métropole, on pourrait avoir tendance à penser que le modèle d'une agriculture alternative est en train de se généraliser complètement. Or, on n'en est pas vraiment là aujourd'hui dans les campagnes françaises. Les campagnes françaises sont traversées par des tensions plus ou moins fortes entre deux grands modèles. Le modèle historique de développement de l'agriculture du XXe siècle sur ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle productiviste, mais qui reste quand même très ancré dans les campagnes françaises, et y compris dans les processus d'installation, parce qu'une bonne partie des installations de jeunes agriculteurs aujourd'hui se fait encore dans ce modèle-là. C'est un modèle qui lui aussi se transforme, qui se transforme sous l'impulsion notamment de la demande sociétale, notamment vers la conversion vers le bio, est aujourd'hui extrêmement présente, même dans ce modèle productiviste, entre guillemets, historique en tout cas, je vais prendre ce terme-là. Et puis, à côté de ce modèle de référence historique, on a ces installations donc, hors cadre familial, le plus souvent, hors aide des JA en particulier, qui là vont se faire sur le modèle d'une agriculture paysanne, alternative, les termes peuvent être variables. Et là, la question de la place de la société, de l'intervention de la société sur ce choix de modèle va être quelque chose de tout à fait important. Dans les pays du Sud, cette question du modèle se pose aussi très fortement autour de l'installation en agriculture. Dans beaucoup de pays d'Afrique, en particulier aujourd'hui, la question de l'installation des jeunes en agriculture est posée avec une grande acuité, pas tellement en rapport avec les systèmes alimentaires. Bon, ça devient une préoccupation, mais ça reste un peu encore pas très dominant. La question est surtout posée en termes d'emploi. Donc, on a des milliers de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et bon nombre de décideurs aujourd'hui ont identifié le fait que l'agriculture peut être une source d'emploi importante et donc on essaye de promouvoir l'installation des jeunes en agriculture. Et là aussi, la question du modèle de développement agricole, du modèle d'installation de ces jeunes va se poser. Et les choix des gouvernements aujourd'hui, même parfois les choix des jeunes eux-mêmes, ne se portent pas vraiment sur de l'agriculture familiale. Le référentiel qui est fortement mobilisé, c'est un référentiel d'entreprise.
d'agrobusiness, d'entreprises agricoles. Donc là, on est finalement assez loin, en fait, de cette installation qu'on pourrait imaginer autour d'une agriculture familiale qui va se reproduire de cette manière. Donc là aussi, la question de la société, de comment est-ce que la société influe sur ces processus va être quelque chose d'important parce que l'agriculture dans beaucoup de pays du Sud est perçue comme un secteur qui occupe beaucoup d'actifs, effectivement, mais qui reste relativement mal perçu, marginal. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, on a des actions fortes pour permettre l'installation des jeunes en agriculture, aussi soutenues par quelques mouvements sociaux. Donc là, on a quelque chose aussi qui est en train de se transformer. Et dans ce processus, la question de quel modèle agricole reste vraiment une question très ouverte et d'une grande acuité. Quels modèles sociaux? Vous évoquez des modèles sociaux. Quel modèle? Et on a envie de poser la question aussi de savoir, est-ce que sur les pays du Sud, la principale demande est celle d'un financement, d'un accompagnement en termes de compétences, de formation, d'organisation, de transmission des savoirs? Tout à la fois, dans quel domaine les demandes de soutien sont-elles les plus importantes? En fait, la demande, elle vient de différentes catégories d'acteurs. Elle vient d'abord de la sphère des décideurs, de la sphère des politiques, qui voient arriver sur leur marché du travail 100 000, 200 000, 300 000 jeunes chaque année. C'est le cas au Cameroun, c'est le cas à Madagascar. Quand on regarde la démographie, l'interpellation majeure, elle tourne autour de ces cohortes de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et donc, du côté des décideurs, la réflexion tourne autour de comment arriver à promouvoir de l'emploi en agriculture et donc comment arriver à installer des jeunes en agriculture. Donc ça, c'est la première entrée en fait dans cette problématique. Il y a ensuite une demande autour des organisations agricoles. Dans bon nombre de pays, ces organisations agricoles, notamment en agriculture familiale, se sont fortement développées dans les 20 dernières années. Et ces organisations agricoles, aujourd'hui, s'aperçoivent qu'elles ont un problème de renouvellement des générations et que donc, là aussi, l'installation des jeunes devient un problème d'une grande acuité. Et puis, on a un petit mouvement autour des villes, autour de certains territoires, qui là nous amène vers la question des systèmes alimentaires durables, parce que, en particulier en Afrique, on a aujourd'hui aussi un mouvement assez fort autour de la promotion de la consommation locale en particulier. Et donc, dans cette sphère-là, l'installation en agriculture commence à être reliée en fait à ces préoccupations de promouvoir davantage de consommation locale. Mais ça reste quand même encore quelque chose d'assez limité. Et les efforts ensuite se portent beaucoup sur la création de dispositifs d'accompagnement. L'installation, en fait, qu'elle soit en France ou qu'elle soit dans les pays du Sud, pour le jeune qui veut s'installer, elle pose des problèmes à la fois il faut qu'il choisisse son système de production, il faut qu'il ait accès à la terre, il faut qu'il ait accès au financement en même temps, il faut qu'il ait accès au marché. Il a besoin de conseils, il a besoin d'insertion professionnelle, donc de lien avec les organisations, et puis il a besoin aussi d'insertion sociale. Et donc, quand on raisonne dispositif d'accompagnement, la grande question autour de tout ça, c'est que ces différents accès, en fait, il faut qu'un jeune y ait accès à chacune de ces conditions, il faut qu'il ait accès à ce type de service. Mais la difficulté, c'est qu'il faut qu'il ait accès à tout ça en même temps. Donc, il y a au cœur du problème, en fait, le problème de gouvernance, le problème de coordination, en fait, de ces différents services. Et donc, aujourd'hui, les dispositifs qui se mettent en place au Sud pour accompagner cette installation, beaucoup de ces dispositifs rentrent par la formation, par les centres de formation. Certains essayent de rentrer aussi par les questions de financement.
et notamment de donner accès au crédit à ces jeunes. Nous travaillons en particulier avec donc un dispositif du Cameroun, un dispositif national au Cameroun qui a ces préoccupations-là. Et ça, Isabelle le connaît bien, ce dispositif, puisqu'elle a elle aussi travaillé avec AFOP il y a un certain temps déjà. Donc là, l'entrée de ce dispositif, qui est aujourd'hui un dispositif à échelle nationale et qui a permis l'installation de milliers de jeunes agriculteurs à ce stade. Donc c'est un dispositif qui a commencé par former d'abord les jeunes agriculteurs et puis qui a ensuite mis en place un dispositif d'accompagnement qui va essayer d'accompagner sur les différents plans en fait, qui représentent des difficultés, le financement en particulier. Le foncier, dans ce cas-là, ça reste quand même fortement un foncier familial ou un foncier des communautés. Mais ces dispositifs, en fait, leur enjeu aujourd'hui, c'est à la fois d'inventer des formes nouvelles qui permettent ces installations, de relier en fait ces dispositifs aussi au territoire. Et c'est là qu'on va retrouver cette problématique des systèmes alimentaires plus territorialisés. Ça va être autour de cet ancrage territorial en fait, de ces dispositifs. On voit l'importance du collectif et sur ce registre, Sylvaine Lemeyer, donnez-nous quelques précisions sur un volet de la démarche collective qui concerne plus spécifiquement la certification, qui est votre spécialité concernant le système participatif de garantie. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur le fonctionnement et sur le soutien que ça peut être dans des démarches innovantes ? Donc on l'a vu un peu dans le petit film fait par Mathilde tout à l'heure sur les SPG en Belgique. Les premiers points, on va dire, c'est le fait que ce soit une évaluation par les pairs. L'importance, c'est qu'on va être dans l'échange de connaissances et dans l'amélioration des pratiques. Donc on est, contrairement à une certification par tierce partie, qui impose à l'auditeur de ne donner absolument aucun conseil, puisque la norme ISO 17000 dit qu'on ne peut pas être juge et partie. On a radicalement un changement de paradigme ici, où le pair va être celui qui peut aussi donner du conseil et ensemble pouvoir améliorer les pratiques. Donc on a vraiment un changement de paradigme sur ce point-là. Et donc ça, c'est un des grands avantages des SPG et du coup de ces collectifs. Un autre avantage, quand ça a lieu, puisque ce n'est pas vrai pour tous les SPG, c'est quand les consommateurs ou autres citoyens peuvent être impliqués dans le système, alors ils vont pouvoir aussi définir les normes qu'ils souhaitent par rapport à l'alimentation ou autre, puisqu'il y a aussi de l'artisanat, il y a d'autres choses qui peuvent être certifiées par les SPG. Et du coup, on retrouve ce lien, justement, on recrée ce lien entre consommateurs et producteurs, ou entre citoyens aussi, son paysage, etc., et producteurs. Et ça, c'est assez intéressant d'un point de vue de cette gouvernance partagée. On trouve aussi l'importance du lien social. C'est aussi un moyen, surtout à des endroits où il n'y a pas d'autres liens sociaux entre producteurs, de créer de la solidarité. Par exemple, s'il y a une ferme qui est dévastée par une inondation, il va facilement avoir des systèmes comme ça où les autres pairs vont pouvoir faire un chantier participatif. Par exemple, je donne un exemple que je connais, enfin il y en a plein des exemples, il y a aussi des fonds de solidarité quand il y a des difficultés comme ça, et qui est intéressant dans la gouvernance des SPG. Alors justement, si vous pouvez nous donner 2-3 exemples, comme l'a fait tout à l'heure Christian Grisot, d'expériences qui ont été conduites ou qui sont en cours de développement, de façon à ramasser un peu les fiches techniques d'exemples d'action. D'exemples d'action à l'intérieur des SPG ou de SPG qui existent De SPG qui existent. Donc, alors en France et en Europe, les SPG ne sont pas très connus. La preuve, c'est qu'il faut souvent expliquer ce que veut dire SPG, puisqu'ils ne sont pas reconnus en fait
par les États comme mode de certification accrédité. Donc il en existe assez peu. Il existe cependant quand même un des pionniers des SPG et des plus anciens, c'est Nature et Progrès en France. Donc une fédération d'une trentaine de groupes en France qui rassemble plus de 1000 producteurs et autant de consommateurs et qui fonctionne depuis plus de 50 ans. Donc là, on va retrouver, en fonction, chaque groupe va avoir aussi son mode de fonctionnement, mais on va retrouver quand même cette évaluation. Alors dans le système Nature et Progrès, c'est un producteur, un consommateur, généralement, qui va évaluer une autre ferme, et puis ensuite, c'est évalué en commission avec tout le monde. Et là, si l'État n'est plus présent, puisque dans les années 90, avant que l'Europe interdise ce mode de certification et impose la certification tierce partie, les fraudes participaient à ces commissions. Les fraudes participaient à ces commissions. Donc on avait bien l'État qui participait au SPG. Et donc à cet endroit de commission, c'est aussi un lieu où on va, par rapport à certaines difficultés ou non-conformités, essayer de trouver des solutions pour aider le producteur pour qu'il puisse respecter le cahier des charges. Plutôt que de le sanctionner, on l'aide à s'améliorer. C'est un autre fonctionnement. Et puis, il y a aussi beaucoup de liens de solidarité entre ces fermes dans Nature et Progrès. Après, encore une fois, des modes de fonctionnement de SPG dans le monde, il y en a d'une très grande diversité. Donc, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Oui, pas forcément normé selon votre approche de chercheur et universitaire qui est très structurée. J'imagine qu'il y a un aspect collaboratif et participatif beaucoup moins formel qui peut se dégager sur différents périmètres. Je voudrais qu'on passe la parole aussi à Isabelle Touzard, poussée par les questions des internautes sur les deux volets, sur vos deux casquettes du jour, avec le point commun de la gouvernance. Un internaute nous demande pendant ce direct si la gouvernance participative, si des exemples de gouvernance participative ne pourraient pas être reproduits de ce qui se passe à la métropole de Montpellier. Rien que ça, vous allez nous en dire quelques mots. Mais avant ça, une autre question d'internaute, toujours sur la gouvernance, nous demande de votre retour d'expérience sur le tiers-lieu à Murviel. Alors, sur l'ensemble, vous l'aviez annoncé, et on attend au concret que vous nous en disiez un peu plus, mais avec le focus sur la gouvernance, et puis après, si vous voulez bien, sur M3M. Alors, c'est un vaste sujet que je découvre aussi depuis quelques années où je suis élue. Ça se construit, c'est pas donné à l'avance. Côté métropolitain et de ce qu'on appelle la P2A, politique agroécologique et alimentaire, pour faire vite, c'est un choix qui a été fait. Vous savez qu'on parle souvent des conseils alimentaires, ou Food Council, comment on peut, à l'échelle d'une collectivité, mettre en place un conseil citoyen, participatif, avec les entreprises, la société civile, le monde scientifique, les collectivités, etc., tous les acteurs, pour concevoir un projet. C'est pas ce qu'on a fait. On est parti en 2014 de l'idée qu'on venait d'être élu et on sortait d'une campagne électorale où on avait pris des engagements en tant qu'élu. Ces campagnes avaient été menées parfois de façon participative, plus ou moins, selon les communes. Et donc, les maires qui venaient d'être, les 31 communes, avaient entendu pendant toute la campagne des préoccupations citoyennes. Donc là, c'est de la participation au sens de la définition de ce sur quoi il faut travailler. Et là, c'était clair, c'était des attentes très fortes au niveau justement de la revitalisation du tissu agricole nourricier sur le territoire, sur l'approvisionnement des marchés, des lieux d'achat des consommateurs de produits locaux, ces questions-là. La question de l'accès social, solidaire à l'alimentation, la question de la solidarité alimentaire n'était pas tellement d'actualité en 2014. Et c'est sur la base de ça qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'une métropole, une interco, qui n'avait encore pas de politique jusqu'alors, essayons de définir, en fonction de nos compétences, il y avait une très jolie diapo d'une étudiante ou d'un étudiant sur les différentes compétences là, qui était très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? C'est-à-dire nous, avant de réunir tout le monde, déjà nous renforcer, collectivité, nous tester, nous organiser, puisque c'est transversal comme politique, il n'y avait pas d'organisation en interne. Et qu'on mette en place quelques actions. C'est ce qu'on a fait maintenant. On est en capacité maintenant d'avoir un peu de recul, de voir ce qui marche moins bien,
de mieux connaître aussi la réalité. Et maintenant, on a constitué des groupes de travail avec nos partenaires, parce que bien évidemment, la première chose, c'est de dire que, et ça c'est le deuxième volet de la participation, c'est que sur le territoire, il n'y a pas que la collectivité qui fait des choses. Évidemment, il y a plein d'initiatives d'énergie, voilà, au niveau associatif, des professionnels, des entreprises, de la recherche. Donc ça, déjà, notre rôle, c'était de le mettre en valeur en tant que collectivité, de le recenser, de le mettre en valeur, de le mettre en lien. Après, donc ça aussi, c'est une façon de parler du mot participation, gouvernance. Après, aussi, comment avec les partenaires, on va mettre en place des groupes de travail techniques, hein, un peu informels, pour avancer ensemble sur différents axes de la P2A. C'est encore une autre façon de travailler ensemble. Et maintenant, on est assez mûr, je pense, pour arriver à un autre stade, je ne sais pas si on peut parler ça comme ça, qui est avec tous les acteurs du territoire qui s'engagent, j'ai discuté avec quelqu'un de ça, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire à la collectivité, on vous regarde faire, et puis ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est un peu compliqué, je trouve, parfois d'entendre ça, dès lors que on n'a pas voilà, vous parliez de collectif, un collectif de territoire, de tous les acteurs qui, ensemble, unissent leurs efforts pour aller vers. Alors c'est là où je trouve ça intéressant, on va essayer de faire le lien avec le plan climat, comme je vous disais, qui fixe des ambitions quand même, parce que là, pour le coup, hein, horizon 2030, horizon 2050, on a des objectifs très précis, hein, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de décarbonation, en termes de préservation de la biodiversité, en termes de qualité de l'air, en termes de solidarité. Voilà, c'est un cadre qui est intéressant parce qu'il donne il booste, entre guillemets, il permet de donner des objectifs et des ambitions assez précises, qu'on décline sur le territoire. Hein. On a un cadre national ou international avec les COP21, etc. Et on voit concrètement ce à quoi le territoire peut contribuer dans ses objectifs. Et donc là, on peut, et c'est l'objectif qu'on se donne dans l'année, c'est maintenant de construire cette vision. On a ça, ces attentes, voilà, environnementales, sociétales. Si on veut travailler en collectif, il faut qu'on partage une vision. Il faut qu'on ait le même but, la même ligne de mire, déjà. Donc construire ça ensemble. Je pense que maintenant, on se connaît suffisamment pour rentrer dans cette étape de cette construction. C'est un exercice de prospective, en fait. Voilà, ça c'est côté métropolitain, pour vous expliquer un peu où on en est. Juste pour finir sur le côté métropolitain, calendrier. Alors, j'attends encore les arbitrages budgétaires. Mais je pense en fin d'année, là, on devrait pouvoir le faire. D'accord, sur Muriel. Et ça s'accompagne, toujours en termes de gouvernance, de la construction. Dès lors dans gouvernance, il y a comment on s'organise, comment on définit, et surtout comment on suit, et comment on évalue tous les aussi. Outils. Voilà, et tous les outils, voilà, on parle d'observatoire, voilà. Et là aussi, il y a ce point-là à réfléchir, sachant que là, il faut être efficace, parce que tout le monde met en place des observatoires, le département, la ville, la région. Enfin, voilà, là, on a un rôle aussi de coordination à l'échelle territoriale pour pas que ça parte dans tous les sens et essayer d'optimiser tout ça. Voilà, ça c'est un petit peu où on en est, je dirais, au niveau métropolitain, pour faire vraiment très très bref. Et ensuite, le tiers-lieu à Murviel. Alors Murviel, c'est tout autre chose. Là, c'est plus un témoignage d'une action collective où, pour très rapidement, donc il y a une cave coopérative désaffectée, hein, un magnifique bâtiment patrimonial au cœur de ma petite commune de 2000 habitants qui est située, pour ceux qui ne la connaissent pas, à 7 km de la ville de Montpellier. Et donc là, il y a eu une première tentative il y a quelques années, un peu classique, de maîtrise d'ouvrage public, où voilà, on réunit voilà, des aménageurs, la commune, la métropole, et puis on fait une étude de faisabilité classique autour d'un projet un peu voilà, classique, tout classique, hein, conventionnel, d'un projet d'espace de coworking et culturel. Et ça tombe à l'eau, c'était pas. Mais en même temps, dans le village, moi, je savais qu'il y avait des attentes, notamment d'associations très professionnelles autour de la question artistique, théâtrale et musicale, et aussi d'une grande quantité de micro-entrepreneurs ou TPE qui travaillent à domicile, et des personnes qui en ont marre d'aller travailler en ville tous les jours ou d'aller dans des espaces de coworking en ville et souhaiteraient pouvoir le faire sur place. Et donc là, il y a 1 an et demi, on s'est tous réunis, on est aidés pour ça hein, par une structure qui nous aide, et on s'est mis au total, on dit mais qu'est-ce qu'on a envie d'en faire de cette collectif? Et là je dirais la commune était au même niveau que tous ces porteurs de projets. Et on a décidé de créer une association, et la commune est membre de l'association. Moi j'en suis membre, enfin je représente la commune dans cette assoce. Donc je retrouve mon passé où j'étais plus en mouvement associatif avant d'être élue.
on recommence à faire des affiches, voilà, imaginez on se fait une réunion par semaine. Pour arriver à ce genre, c'est énormément de travail. Et on construit ce tiers-lieu. Déjà, on le conçoit et on le préfigure avec des animations, etc. Et on avance sur la base des projets de chacun des futurs habitants, je veux dire, usagers du lieu. Alors, ce projet KV Partage, donc porté notamment par une ancienne étudiante, mais c'est le hasard ou pas le hasard d'ailleurs, qui fait que voilà, elle est là, parce que c'est aussi une histoire de réseau, tout ça. Hein. Mais bon, KV Partage, un joli projet de CUMA pour permettre la vinification à des petits vignerons qui démarrent avec un petit volet espace test. Un autre projet donc d'espace de coworking un peu plus, entre guillemets, classique, mais avec déjà plein de personnes qui ont envie de nous rejoindre, et pas que des Murviellois. Hein. Là, on touche un rayon beaucoup plus large. Et ce projet de salle modulable artistique qui accueillera à la fois de la formation, des ateliers, de la création de spectacles, etc. Et donc, ce tiers-lieu qui va être la structure qui va gérer tout ça, ainsi que les espaces communs et l'espace de restauration. Je vais très vite. Et donc, cette association qu'on a créée aujourd'hui pour concevoir tout ça, porter les études de faisabilité. Donc, c'est l'association qui recrute les architectes programmistes, qui recrute les juristes, qui recrute les économistes pour faire les études de marché. C'est elle qui mène tout depuis le début. C'est beaucoup de travail, mais le projet qui va en ressortir va être très solide, je pense. Alors, on s'est un peu éloigné de l'alimentation durable, mais on est dans le cœur du sujet du collectif et du participatif. Si je peux juste faire un lien justement avec les SPG. Aujourd'hui, l'Agence française des tiers-lieux s'intéresse justement au SPG comme un mode où il faut avoir de l'échange entre les différents tiers-lieux en France sur voilà, comment vous fonctionnez, quel choix vous avez fait, etc. Et pour s'améliorer, et aussi pour garantir une forme de tiers-lieu avec une gouvernance partagée. C'est pour faire le lien. Vous venez de citer l'Agence française des tiers-lieux. Oui, qui a été créée récemment. Vous pouvez nous en dire deux mots, ou vous, ou Madame Touzard, peut-être Isabelle Touzard, si vous avez quelques informations. Je sais qu'elle a été créée également, mais pour l'instant, j'en connais. Je ne suis pas une spécialiste de tiers-lieux. Hein. Je vis juste une expérience. Et on imagine bien que l'initiative, l'expérience de Muriel n'est pas unique dans la région et en France, mais de là à ce que ça soit structuré dans un organisme à l'échelon national et... Bon, oui, bien plus. sûr, tous ces organisations collectives se structurent et échangent à d'autres endroits. Donc, après, moi non plus, je ne suis pas spécialiste des tiers-lieux. C'est juste pour dire que les SPG, aujourd'hui, s'intéressent à plein de domaines différents. L'énergie verte, les bâtiments durables et aussi les tiers-lieux comme mode d'échange, justement, entre pairs, quoi. Merci pour ces témoignages, merci pour ces expériences. Mathilde, si vous voulez bien, je vous propose de garder la fraîcheur du mot de la fin sur cette table ronde en vous soumettant la question aussi en écho à la vidéo sur laquelle vous avez travaillé qui présentait des pêcheurs. Pourquoi rapprocher des acteurs, pourquoi dans le sens de quel but rapprocher des acteurs ayant des rôles aussi différents que des citoyens, des producteurs, des pêcheurs, pour dézoomer en fin de matinée, c'est bientôt l'heure du déjeuner, et dézoomer et de votre point de vue, nous donner la raison de fond de cette démarche. Merci beaucoup. Nous, on s'est posé la question de pourquoi on avait des acteurs qui s'étaient rapprochés comme ça. Et pour rebondir sur ce que Betty Vampler avait dit, la question, elle se pose parce qu'il y a déjà une remise en cause du système alimentaire actuel, dont le modèle dominant est caractérisé par l'industrialisation, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, des filières longues, aussi une concentration des pouvoirs dans les mains de quelques acteurs. Et donc ce modèle, c'est vraiment le modèle dominant à l'heure actuelle, parce qu'il y a moins de 2% de la surface agricole utile à l'échelle mondiale qui est en agriculture biologique, même si on en entend beaucoup parler. Et dans ce système, on a noté une distanciation des acteurs, une distanciation intellectuelle, une distanciation culturelle, sociale, géographique. À titre d'exemple, lors de mes rencontres, j'ai des producteurs, des mangeurs qui m'ont dit beaucoup d'enfants ne savent pas comment un légume pousse parce que aussi c'est trop facile d'aller au supermarché. Et c'est justement parce que la production est déconnectée de la consommation
qu'on retrouve dans ce contexte un besoin de rapprocher les acteurs pour se réapproprier le pouvoir sur l'alimentation, se réapproprier la décision, donc la gouvernance. Et cette réappropriation, elle a lieu autour de plusieurs enjeux clés dont on a parlé aujourd'hui. On a l'enjeu de la préservation des terres agricoles, l'enjeu du foncier avec Terre de Liens. On a l'enjeu de la préservation, la gestion des ressources nourricières, notamment les ressources halieutiques avec la pêche et les prud'hommies. On a aussi un enjeu de connaissance. Donc, par rapport à ce qu'on disait sur les enfants, les SPG vont pouvoir permettre de partager de la connaissance entre les producteurs et les mangeurs. C'est aussi le partage de connaissances, quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans les tiers-lieux qui permettent de regrouper des acteurs qui sont qui travaillent dans des secteurs assez différents. Et enfin, le dernier enjeu de réappropriation, c'est le marché. J'en avais parlé au début, mais c'est avec les actes d'achat tournés vers des produits plus justes, plus responsables, labellisés, que ce soit en SPG, en territoire de commerce équitable, ou alors faire le choix de la petite pêche, de choisir qui on soutient. Mathilde Gourion, merci à vous. Isabelle Touzard, Sylvaine Lemeyer, Betty Vampfleur et Christian Grisot qui étaient avec nous en ligne. Merci pour vos informations et tous ces éléments qui étaient extrêmement intéressants. On se retrouve, on fait une très brève coupure. On se retrouve ici à 12h10 pour la table ronde suivante. À tout de suite.